Mes parents paresseux ont découvert mon salaire. Au lieu de me féliciter, ils sont venus réclamer 70% des revenus de ma promotion. Je leur ai donné une enveloppe scellée. Et ce qu'il y avait à l'intérieur les a fait taire. Mes parents paresseux ont découvert mon salaire. Au lieu de me féliciter, ils sont venus me réclamer 70% de mes revenus de promotion. Je leur ai donné une enveloppe scellée, et ce qu'il y avait à l'intérieur les a fait taire. Laissez-moi vous parler de ma famille, ou plutôt, laissez-moi vous parler des personnes qui partagent mon ADN. Je m'appelle Morgan. J'ai 35 ans et je travaille comme analyste financière dans le centre-ville de Pittsburgh. Au cours de la dernière décennie, j'ai construit une vie qui m'est entièrement propre. C'est une vie tranquille, une vie structurée, et surtout, une vie paisible. Mon appartement est mon sanctuaire. Je l'ai meublé lentement au fil des ans avec des choses qui m'apportent de la joie, un canapé moderne du milieu du siècle chiné, un tourne-disque vintage dans le coin, et des bibliothèques remplies de vrais livres, pas seulement de pièces décoratives. J'aime l'ordre. J'aime savoir que lorsque je ferme ma porte d'entrée, le chaos du monde reste dehors. C'était un vendredi soir de fin novembre. Le genre de soirée où le froid dans l'air fait encore plus apprécier la chaleur de son foyer. J'avais toutes les raisons de célébrer. Plus tôt cet après-midi-là, après des mois de nuits exténuantes, de feuilles de calcul interminables et de navigation dans la politique d'entreprise, mon directeur m'a appelé dans son bureau. Il m'a remis un dossier contenant ma promotion officielle au poste d'analyste senior. Avec le nouveau titre sont venues une augmentation de salaire significative et un bonus de fin d'année massif. C'était l'aboutissement de 10 ans de travail acharné et incessant. Je me souviens être sorti de son bureau avec l'impression de pouvoir enfin expirer. J'avais réussi. Je suis rentré à la maison, j'ai enfilé mon jogging le plus confortable et je me suis versé un généreux verre de vin rouge. J'ai mis un disque de jazz doux sur le tourne-disque. L'aiguille est tombée, la musique a enflé, et pendant environ 20 minutes, tout a été parfait. J'étais dans ma cuisine, regardant par la fenêtre les lumières de la ville se refléter sur la rivière, me laissant simplement envahir par le sentiment d'accomplissement. Puis, la sonnette a retenti. 3 coups courts et secs ont suivi immédiatement. Ce n'était pas un coup amical. C'était le genre de son lourd et exigeant qui brise le silence d'une pièce et vous noue l'estomac. Je n'attendais aucun colis. Je n'avais pas commandé de nourriture. Et je n'attendais certainement pas de visiteurs. Mes amis envoient toujours un message avant de se présenter. Je me suis dirigé vers la porte et j'ai regardé par le Judas. Mon cœur s'est immédiatement mis à battre la chamade. Dans le couloir faiblement éclairé se tenaient mes parents, Cynthia et Douglas. Je ne leur avais pas parlé depuis plus de 4 mois. Nous avions ce que l'on pourrait appeler une relation distante, ce qui était entièrement de ma conception. Ils ne venaient jamais me voir dans mon appartement. Ils détestaient la ville, affirmant qu'elle était trop bruyante et qu'il était trop difficile de se garer. En fait, au cours des 5 années où j'avais vécu dans cet immeuble précis, ils n'avaient jamais franchi le seuil. Ils ne me contactaient que lorsqu'ils avaient besoin d'une faveur, ce qui était presque toujours une demande d'argent à peine voilée. Les voir là, sans préavis, le jour exact où j'avais obtenu ma promotion, c'était comme si un seau d'eau froide m'avait été versé sur la tête. La fierté et la joie que j'avais ressenties s'étaient évaporées instantanément, remplacées par une anxiété familière et suffocante. J'ai pris une profonde inspiration, je me suis préparé et j'ai déverrouillé le pen dormant. J'ai ouvert la porte, sachant déjà que toute la paix que j'avais prévue pour la soirée était complètement envolée. Morgan. Cynthia a pratiquement aboyé mon nom avant même que la porte ne soit complètement ouverte. Elle ne m'a pas fait de câlin. Elle n'a même pas souri. Elle m'a juste bousculé pour entrer dans le couloir, apportant avec elle l'odeur écrasante de son parfum floral bon marché. Douglas l'a suivi juste derrière, ses yeux parcourant immédiatement mon salon, inventoriant mes affaires comme un expert en assurance. Nous avons appris la nouvelle, a dit mon père, les mains dans les poches de sa veste. Votre tante a vu une mise à jour sur la page LinkedIn de votre entreprise. Analyste senior. Ça a l'air chic. Il n'y avait aucune chaleur dans sa voix. Pas de « nous sommes fiers de vous ». Juste une froide reconnaissance d'un fait. J'ai fermé la porte lentement, sentant le piège se refermer sur moi. Je leur ai demandé ce qu'ils faisaient là, à des kilomètres de leur zone de confort suburbaine, un vendredi soir. Cynthia a marché droit vers l'îlot de ma cuisine et a posé son sac à main sur la surface de marbre propre.
Nous sommes venus célébrer, et évidemment, a-t-elle dit, bien que son ton suggérait une négociation commerciale. Et pour parler de l'avenir. Avant que je puisse même leur offrir un verre d'eau, Douglas a sorti un morceau de papier plié de la poche intérieure de sa veste. Il l'a lissé et l'a claqué sur le comptoir à côté de mon verre de vin. C'était une feuille de calcul imprimée, un budget. Nous avons fait quelques calculs, a commencé Douglas, se penchant sur le papier. Avec votre nouveau salaire, vous allez vous retrouver dans une tranche d'imposition beaucoup plus élevée. De plus, vous avez maintenant tous ces revenus disponibles. Votre mère et moi vieillissons. La maison a besoin d'un nouveau toit, les factures médicales s'accumulaient, franchement, notre fonds de retraite n'est pas ce qu'il devrait être. J'ai fixé le morceau de papier. Les colonnes étaient méticuleusement étiquetées. Ils avaient calculé mon nouveau salaire net estimé avec une précision effrayante. Alors, a dit Cynthia, les bras croisés. Nous pensons qu'il est juste que vous nous transfériez l'intégralité de votre bonus de promotion pour couvrir les réparations immédiates de la maison. Et à l'avenir, nous avons mis en place un numéro de compte bancaire. Nous attendons un virement mensuel automatique de 70% de la différence entre votre ancien et votre nouveau salaire. C'est le moins que vous puissiez faire. 70% est mon bonus entier. J'ai littéralement coupé ma respiration pendant une seconde. Vous plaisantez, ai-je murmuré. Nous vous avons élevé, Morgan, a claqué Cynthia, sa voix montant à ce ton aigu que j'avais craint toute mon enfance. Nous vous avons nourri. Nous vous avons vêtu. Nous avons investi en vous quand vous n'étiez rien. Vous nous devez chaque sacrifice que nous avons fait. Ce n'est pas demander une aumône. C'est notre retour sur investissement. Retour sur investissement. La phrase m'a frappé physiquement. En une fraction de seconde, mon esprit m'a violemment ramené 19 ans en arrière. J'avais de nouveau 16 ans. Je travaillais 30 heures par semaine dans un restaurant gras au bord de l'autoroute, sentant la frite éventée et l'eau de javel industrielle. Je travaillais ces heures non pas pour une voiture, non pas pour des économies pour l'université, mais pour rembourser une carte de crédit. Une carte de crédit que Cynthia avait secrètement ouverte à mon nom et maxée avec des sacs à main de marquer des journées au spa. J'ai passé toute ma première année de lycée à récurer des tables pour sauver ma propre cote de crédit ruinée avant même d'être légalement adulte. Ils n'avaient pas investi en moi. Ils m'avaient utilisé comme bouclier financier. Et maintenant, ils étaient là, chez moi, essayant de revendiquer les fruits d'une décennie de mon propre sang, de ma sueur et de mes larmes. L'audace était paralysante. Pendant un long moment, le seul son dans l'appartement était le doux jazz joué dans le salon. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. La jeune fille de 16 ans qui mendiait leur approbation était morte. La femme debout dans la cuisine était une analyste financière de 35 ans qui gérait des millions de dollars de comptes d'entreprise chaque jour. J'opérais sur des données, sur des contrats, et sur la froide et dure réalité. J'ai regardé le sourire suffisant de Douglas, puis le regard expectant de Cynthia. La rage en moi brûlait si fort qu'elle me semblait froide. Je n'ai pas dit un mot. Je leur ai tourné le dos et suis sorti de la cuisine, dans le court couloir menant à mon bureau. J'ai ouvert la porte du placard, me suis agenouillé et j'ai tapé le code de mon coffre-fort ignifugé. La lourde porte métallique a cliqué et s'est ouverte. À l'intérieur, niché sous mon passeport et mon acte de naissance, se trouvait une épaisse enveloppe Kraft marron. Le rabat était scellé avec un cachet de cire rouge foncé, intact depuis des années. Je l'ai saisi, j'ai refermé le coffre-fort et je suis retourné dans la cuisine. Mes parents chuchotaient entre eux, pensant clairement que mon silence signifiait soumission. Ils pensaient que j'étais allé chercher un chéquier. Je me suis arrêté à l'îlot de la cuisine, juste en face d'eux. Je ne leur ai pas donné l'enveloppe. Je l'ai laissée tomber sur le comptoir en marbre. Elle a atterri avec un bruit lourd et définitif, juste au-dessus de leur budget imprimé. « Qu'est-ce que c'est » a demandé Cynthia, fronçant les sourcils au seau de cire. « Ceci, ai-je dit, ma voix dangereusement calme, est la seule chose que vous obtiendrez de moi. » Douglas a tendu la main pour l'attraper, mais j'ai posé ma main à plat sur l'enveloppe, l'arrêtant. Je l'ai regardé droit dans les yeux. « Vous n'aurez pas mon bonus. Vous n'aurez pas 70% de mon augmentation. Vous n'aurez pas un seul centime de mon argent aujourd'hui, demain, ou jusqu'au jour de ma mort. Maintenant, prenez cette enveloppe, sortez de mon appartement, et ne vous présentez plus jamais à ma porte.
La couleur a fui le visage de Cynthia. Le masque d'autosatisfaction a glissé, révélant un pur choc. Il s'attendait à des larmes, peut-être une dispute, ou peut-être une négociation à 50%. Il n'avait jamais, de toute ma vie, rencontré un mur absolu de refus de ma part. Espèce de petite ingrate, a sifflé Cynthia, sa voix tremblant d'une fureur soudaine. Après tout ce que nous avons fait. Sortez, ai-je interrompu, élevant la voix juste assez pour la couper complètement. Avant que j'appelle la sécurité de l'immeuble et que je vous fasse traîner dehors pour intrusion. Douglas m'a regardé, puis l'enveloppe, réalisant que la dynamique avait irrémédiablement changé. Il a arraché l'enveloppe marron du comptoir, a saisi Cynthia par le bras et l'a tirée vers la porte. Elle continuait de cracher des insultes, me traitant d'égoïste, de monstre, mais je m'en fichais. Je les ai suivis jusqu'à l'entrée. Dès qu'ils ont franchi le seuil et sont entrés dans le couloir, j'ai claqué la lourde porte. J'ai immédiatement verrouillé le pen dormant et mis la chaîne de sécurité. Je suis resté là, dans l'entrée, le front appuyé contre le bois frais de la porte, écoutant leurs pas en colère s'éloigner dans le couloir moquetté. Ce n'est qu'alors, quand j'ai été absolument sûr qu'ils étaient partis, que mes mains ont commencé à trembler. Un violent tremblement a parcouru tout mon corps. J'ai glissé le long de la porte jusqu'à m'asseoir par terre, les genoux serrés contre ma poitrine. J'avais enfin tracé la ligne. La guerre avait officiellement commencé. Je me suis réveillé le lendemain matin avec l'impression d'avoir été percuté par un camion. Le choc d'adrénaline de la nuit précédente m'avait épuisé. C'était samedi, un jour que je passais habituellement à boire du café de qualité supérieure et à lire le journal dans un silence absolu. Je me suis retourné, j'ai attrapé mon téléphone sur ma table de chevet et j'ai tapé sur l'écran pour vérifier l'heure. L'écran s'est allumé, et mon estomac s'est instantanément glacé. J'avais plus de 80 notifications non lues. Mon téléphone vibrait continuellement dans ma main, un bourdonnement constant et malveillant. Des SMS, des appels manqués, des tags Facebook, des messages directs Instagram. C'était une avalanche numérique. J'ai déverrouillé le téléphone et ouvert la première notification Facebook. C'était d'un groupe communautaire local de Pittsburgh qui comptait des milliers de membres. Cynthia avait publié un essai. C'était une histoire déchirante de plusieurs paragraphes, méticuleusement rédigés. Elle avait mis en ligne une photo d'elle, pâle et épuisée, assise sur son canapé usé. Le message se lisait comme un roman tragique. Elle parlait de la façon dont elle et mon père avaient sacrifié leur jeunesse, leurs finances et leur santé pour me permettre de faire des études. Elle brossait le tableau de deux parents âgés et malades luttant pour garder les lumières allumées et payer des médicaments vitaux. Et puis venait l'accroche. Elle écrivait comment sa fille, la riche et prospère dirigeante financière, leur avait littéralement claqué la porte au nez lorsqu'ils avaient humblement demandé un petit peu d'aide. Elle me traitait de sans-cœur. Elle utilisait des mots comme abandon et maltraitance des personnes âgées. C'était un chef-d'œuvre de manipulation. Et Internet a tout dévoré. Il y avait des centaines de commentaires. Des gens à qui je n'avais pas parlé depuis le collège donnaient leur avis. Des voisins que je connaissais à peine me traitaient de honte. Mais le pire, c'étaient les « singes volants ». C'est ainsi que les thérapeutes appellent les facilitateurs qui font le sale boulot d'un narcissique. Ma tante Brenda a envoyé un texto. « Comment peux-tu dormir la nuit en sachant que ta mère pleure ? Tu es un monstre. » Mon cousin Tyler m'a envoyé un message, « Profite de ton nouvel argent fantaisie. J'espère qu'il te tiendra chaud quand tu n'auras plus de famille. » Message après message, me déchirant sur la base d'une fabrication complète. Ma poitrine s'est tellement serrée que j'avais du mal à respirer. Je me suis senti piégé dans un cauchemar où tout le monde me criait dessus et je n'avais pas de voix. Mon premier instinct a été de répondre, de me défendre, de crier depuis les toits numériques à propos de la carte de crédit volée, des emplois de serveuse, de la pure cupidité de ce qu'ils exigeaient réellement. Mais alors je me suis arrêté. J'ai regardé les bulles de notifications rouges et en colère se multiplier à la seconde. Si j'engageais le dialogue, je leur donnais exactement ce qu'ils voulaient, du drame, de l'attention, et une bataille publique debout où Cynthia jouerait toujours la victime ultime. J'ai pris une profonde inspiration. Je suis allé dans mes paramètres. J'ai systématiquement bloqué ma tante, mon cousin et tous les autres membres de ma famille qui m'avaient envoyé un message toxique. Je n'ai pas lu le reste des commentaires. J'ai maintenu le bouton d'alimentation sur le côté de mon téléphone et j'ai fait glisser pour l'éteindre.
L'écran est devenu noir. Le bourdonnement a cessé. Le silence s'est précipité dans ma chambre. J'ai décidé à ce moment-là que ma paix était plus importante que leur fiction. J'ai passé le reste du week-end entièrement hors ligne. J'ai lu des livres. J'ai nettoyé mon appartement 2 fois, et je me suis préparé mentalement pour la semaine à venir. Le lundi matin, je m'étais convaincu que la tempête numérique était contenue au week-end et au groupe Facebook de banlieue. J'ai mis ma veste marine la plus élégante, attaché mes cheveux en un chignon soigné et me suis dirigé vers le bureau d'entreprise du centre-ville. Je suis sorti de l'ascenseur au 20e étage, prêt à commencer ma première semaine officielle en tant qu'analyste senior. Mais dès que j'ai mis les pieds dans l'open space, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Le bourdonnement habituel des claviers et le bavardage de la machine à café se sont arrêtés. Alors que je marchais dans l'allée principale, plusieurs collègues ont soudainement baissé les yeux sur leur bureau ou chuchoté entre eux derrière des écrans. L'air était incroyablement lourd. J'ai tourné le coin vers mon bureau désigné, et je me suis figé. Au milieu de mon bureau se trouvait un arrangement floral massif et odieux. Ce n'était pas un bouquet de célébration. C'était une présentation tape à accent grave-l'œil, de style funéraire, de lys blanc bon marché et de rose rouge foncé, occupant la moitié de mon espace de travail. Épinglée sur le devant se trouvait une grande carte manuscrite. L'écriture était indéniablement celle de Cynthia. La carte était écrite au feutre noir épais, assez grand pour que quiconque passe puisse la lire facilement. Profite de ton nouveau bureau. N'oublie pas la famille affamée que tu as laissée derrière toi pour y arriver. Mon visage a brûlé. L'humiliation était si absolue qu'elle avait le goût du cuivre dans ma bouche. Elle avait trouvé un moyen d'envahir mon sanctuaire professionnel. Elle essayait de détruire ma réputation là où cela importait le plus. Avant que je puisse même réfléchir à quoi faire de cette monstruosité, mon téléphone de bureau a clignoté. C'était la directrice des ressources humaines. Elle m'a demandé de me rendre immédiatement dans son bureau. J'ai attrapé la carte, l'ai glissée dans la poche de ma veste et j'ai fait le long et pénible trajet jusqu'au bureau des RH. Chaque pas était comme marcher dans du sable mouvant. La directrice des RH, une femme sévère nommée Sarah, m'a fait signe de m'asseoir. Elle n'avait pas l'air en colère, juste profondément préoccupée. Morgane, a-t-elle commencé prudemment, joignant ses mains sur son bureau. Nous vous apprécions beaucoup ici. Votre promotion était bien méritée. Cependant, nous avons reçu quelques appels téléphoniques perturbateurs ce matin à l'accueil. Une femme âgée se faisant passer pour votre mère, criant à propos de négligence financière. Et puis, la livraison. J'ai fermé les yeux pendant une fraction de seconde, luttant contre l'envie de m'enfoncer dans le sol. J'ai besoin de savoir, a poursuivi Sarah, son ton professionnel parfaitement neutre, y a-t-il une situation à la maison qui pourrait nuire à l'image publique de l'entreprise? Nous traitons avec des clients fortunés. Nous ne pouvons pas avoir de scène dans le hall ou de harcèlement dirigé vers nos lignes de personnel. C'était le test ultime. Cynthia voulait que je m'effondre. Elle voulait que j'aie l'air instable. Elle voulait que je perde mon emploi pour que je sois forcé de ramper jusqu'à eux. Je me suis assise parfaitement droite. J'ai lissé ma veste, j'ai fixé les yeux de Sarah et j'ai repoussé toute émotion dans une petite boîte de mon esprit. Je m'excuse pour la perturbation, ai-je dit, ma voix calme et professionnelle. Je suis actuellement confronté à une situation familiale tendue impliquant des individus qui tentent d'extorquer mon récent salaire. C'est totalement sans fondement. J'ai déjà engagé un conseiller juridique pour émettre une mise en demeure. Les appels ne se reproduiront plus, et je vous assure, mes limites personnelles sont absolues. Tout est sous contrôle. Sarah m'a étudié un long moment. Elle a vu le fer dans ma posture. Très bien, Morgane. Occupez-vous-en. Nous allons demander à l'accueil de bloquer le numéro. Je suis retourné à mon bureau, j'ai pris l'énorme arrangement floral et je l'ai porté directement à la poubelle de la salle de pause. Je l'ai jeté dedans, écrasant les lys bon marché. Je n'allais pas la laisser gagner. Le mardi soir, je pensais que le pire des embuscades était passé. J'étais assise à mon îlot de cuisine, mangeant une salade et examinant des rapports de marché sur mon ordinateur portable. Mon téléphone personnel, que j'avais prudemment rallumé, a vibré. C'était une notification de message vocal d'un numéro inconnu. Contre mon meilleur jugement, j'ai appuyé sur lecture. La voix de Douglas a rempli la pièce, paniqué et essoufflé. Morgane, c'est ton père.
Écoute, c'est ta mère. Elle s'est effondrée dans la cuisine. Elle était tellement stressée par tout ça, son cœur a lâché. L'ambulance vient de l'emmener à l'hôpital Merci en ville. Tu dois venir tout de suite. Elle ne cesse de te demander. S'il te plaît, viens juste. Le message s'est coupé. Pendant 5 secondes terrifiantes, l'instinct humain a pris le dessus. Ma mère s'est effondrée. Une crise cardiaque. La culpabilité qu'il m'avait programmée pendant des années s'est ravivée violemment. Je me suis même levé et j'ai attrapé mes clés de voiture. Mais au moment où j'ai tendu la main vers la poignée de porte, le côté analytique de mon cerveau, le côté qui me rend bonne dans mon travail, est intervenu. Le timing était trop parfait. Le désespoir semblait presque répété. Je me suis souvenu des fleurs géantes, du post Facebook, de la demande de 70%. J'ai posé mes clés. J'ai cherché le numéro principal de l'hôpital Merci sur mon ordinateur portable. J'ai appelé le service des admissions. Bonjour, je voudrais savoir si un patient vient d'être admis aux urgences. Cynthia Hastings. J'ai attendu que la réceptionniste tape. Je suis désolé, madame, a dit la réceptionniste avec entrain, nous n'avons personne de ce nom enregistré dans tout le système hospitalier aujourd'hui. J'ai raccroché. Une vague de dégoût froide m'a envahi. C'était un piège. Ils essayaient de m'attirer dans un lieu public, ou peut-être simplement de voir à quel point ils pouvaient facilement me manipuler en utilisant une fausse urgence médicale. Je n'ai pas rappelé Douglas. Au lieu de cela, j'ai appelé la ligne non urgente du service de police locale de leur ville de banlieue. J'ai demandé une vérification de bien-être formelle à leur adresse, déclarant que j'avais reçu un appel médical préoccupant, mais que je ne pouvais pas vérifier le remplacement. 1 heure plus tard, le répartiteur de la police m'a rappelé. Madame, les agents ont vérifié la résidence. Les 2 individus vont bien. Ils étaient assis dans le salon à regarder la télévision. Ils semblaient confus quant à la raison de notre présence. J'ai remercié le répartiteur et j'ai raccroché. Le niveau de sociopathie nécessaire pour simuler une crise cardiaque juste pour forcer un contact était terrifiant. Juste au moment où je traitais ce nouveau point bas, mon téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, l'identification de l'appelant a montré un nom familier, grand-mère Béatrice, la mère de Douglas. Elle vivait dans une petite maison à Greensburg, à environ 45 minutes de là. Béatrice était une femme dure, à l'esprit vif, qui n'avait jamais complètement cru au drame de Cynthia. J'ai répondu avec hésitation. Bonjour, grand-mère. Morgane, ma chère. Sa voix était fragile, mais incroyablement claire. J'ai entendu parler de la cascade de l'hôpital. Ton père m'a appelé pour se plaindre que la police était venue et les avait embarrassés devant les voisins. Je devais vérifier, grand-mère, ai-je dit, l'épuisement transparaissant dans ma voix. Je ne savais pas quoi faire d'autre. Tu as fait exactement ce qu'il fallait, a dit Béatrice fermement. Ne t'engage pas avec eux. Ton père fait des coups comme ça depuis qu'il est adolescent pour éviter les corvées. Ils veulent une réaction. Le silence est une forteresse, Morgane. Laisse-les s'épuiser à frapper les murs. Toi, reste à l'intérieur et garde les portes verrouillées. L'entendre dire cela, validant ma réalité, fut comme reprendre mon souffle après avoir failli me noyer. Je n'étais pas folle. Je n'étais pas le monstre. Merci, grand-mère, ai-je murmuré. Reste forte, ma petite, a-t-elle répondu avant de raccrocher. J'ai fermé mon ordinateur portable. Je savais qu'ils épuisaient leur ruse, mais des gens comme Cynthia et Douglas n'abandonnent pas si facilement. Quand la manipulation émotionnelle échoue, ils se tournent vers la guerre formelle. Je ne me rendais juste pas compte à quel point ils étaient prêts à aller loin. Merci d'avoir suivi l'histoire jusqu'à présent. Si cette histoire vous a intéressé et que vous avez de l'empathie pour Morgane, veuillez aimer la vidéo, vous abonner à la chaîne et laisser un commentaire avec le nom de la ville où vous vivez. Chaque commentaire aide la vidéo à toucher plus de spectateurs. Merci beaucoup. Pendant 2 semaines complètes après l'incident du faux hôpital, il y a eu un silence étrange et inquiétant. Pas d'appel téléphonique, pas de message texte passif-agressif de parents éloignés, pas de visite surprise. Mon appartement était de nouveau calme. Au travail, les rumeurs concernant l'énorme arrangement floral s'étaient enfin éteintes, remplacées par le bavardage habituel de l'entreprise sur les prévisions de fin de trimestre.
Je me suis plongé dans mon nouveau rôle d'analyste senior, travaillant 10 heures par jour et appréciant chaque minute de la modélisation financière complexe. J'ai commencé à croire que ma grand-mère avait raison. J'avais construit une forteresse de silence, et mes parents s'étaient finalement lassés de jeter des pierres sur les murs. J'avais tort. Ils n'abandonnaient pas. Ils changeaient simplement de stratégie. C'est arrivé un mardi soir pluvieux. Je travaillais à domicile, emmitouflé dans un épais pull, en train de rédiger un rapport de synthèse quand quelqu'un a frappé à ma porte. Ce n'était pas le lourd martèlement agressif que mes parents utilisaient. C'était un coup standard, poli. J'ai regardé par le Judas et j'ai vu un postier debout dans le couloir, tenant un presse-papier humide. J'ai ouvert la porte, et il a tendu une épaisse enveloppe blanche rigide. Courrier recommandé pour Morgan Hastings. J'ai besoin d'une signature, a-t-il dit, me tendant un stylet en plastique. J'ai signé le pavé électronique, les remercié et j'ai pris l'enveloppe. Elle semblait exceptionnellement lourde. J'ai regardé l'adresse de l'expéditeur imprimée en encre noire nette dans le coin supérieur gauche. Il était écrit « Cours des plaids communs du comté de Dauphin ». Un froid sentiment d'appréhension m'a envahi. Je suis allé à l'îlot de ma cuisine, j'ai attrapé un couteau d'office et j'ai coupé le haut de l'enveloppe. J'ai sorti une épaisse pile de papiers agrafés. La première page était une assignation formelle. Les lettres en gras en haut m'ont coupé le souffle. C'était une requête en soutien financier parental. J'ai lu le jargon juridique, mes yeux parcourant les paragraphes de texte dense. Cynthia et Douglas me poursuivaient officiellement en justice. Ils invoquaient une loi archaïque, rarement utilisée, sur la responsabilité filiale dans l'État de Pennsylvanie. La requête affirmait qu'ils étaient légalement indigents, c'est-à-dire complètement appauvris et incapables de subvenir à leurs besoins fondamentaux. Il était stipulé qu'en tant que leur enfant adulte financièrement capable, j'étais légalement obligé de leur fournir une allocation mensuelle pour couvrir leur hypothèque, leurs frais médicaux et leurs frais de subsistance quotidiens. Ils avaient formellement demandé au tribunal de saisir mes salaires. J'ai posé les papiers sur le comptoir en marbre. Mes mains ne tremblaient pas cette fois. Je n'ai pas ressenti l'envie de pleurer, et je n'ai pas ressenti l'anxiété paralysante qui accompagnait habituellement leur manipulation. Au lieu de cela, alors que je fixais le sceau officiel du tribunal, une clarté profonde et glaciale s'est installée en moi. Ce n'était plus un conflit familial compliqué. C'était une tentative d'extorsion légale calculée. Ils essayaient d'utiliser le système judiciaire pour extorquer de force les 70% qu'ils avaient exigés dans ma cuisine. Ils pensaient que je serais tellement terrifié par un procès public, tellement peur de perdre mon emploi en entreprise à cause du scandale, que je me contenterais de régler discrètement et de les payer pour que cela disparaisse. Ils avaient commis une erreur de calcul massive. Ils avaient oublié ce que je faisais dans la vie. Je suis analyste financière. Je passe 50 heures par semaine à démanteler les dépenses d'entreprises frauduleuses, à retracer les actifs cachés et à détruire les mauvais arguments financiers avec des données fiables. Ils voulaient en faire un jeu de chiffres. Très bien. J'étais prêt à jouer. Le lendemain matin, j'ai pris une demi-journée de congé et j'ai traversé la ville jusqu'à un immeuble de bureaux élégants, à façade vitrée. J'étais là pour voir Carmen. Nous avions fait nos études ensemble. J'étais plongé dans l'économie, et elle était la star du programme de droit. Aujourd'hui, elle était associée dans un cabinet de litige civil de petite taille, connu dans la ville pour être absolument impitoyable devant les tribunaux. J'étais assise dans son bureau, sirotant une tasse de café noir pendant qu'elle lisait silencieusement l'intégralité de la requête. Carmen avait un visage anguleux et des yeux qui ne manquaient absolument rien. Quand elle a finalement terminé, elle a jeté le dossier sur son bureau immaculé et a laissé échapper un long soupir lent. « Responsabilité filiale », a dit Carmen, en secouant la tête. « Je n'en ai pas vu un seul déposé depuis près de 6 ans. C'est une loi incroyablement dépassée. Elle a été initialement conçue pour empêcher les personnes âgées de dépendre de l'aide sociale en obligeant leurs enfants fortunés à payer pour leur maison de retraite. Elle n'est presque jamais utilisée simplement pour financer le mode de vie de banlieue d'un couple. Peuvent-ils gagner, ai-je demandé, gardant ma voix égale. Théoriquement, oui. S'ils peuvent prouver de manière définitive à un juge qu'ils sont totalement démunis et que vous avez amplement de revenus disponibles, le tribunal pourrait ordonner un soutien, a expliqué Carmen, se penchant en arrière dans sa chaise en cuir. Mais les juges détestent ces affaires. Ils voient généralement clair dans la manipulation. Le problème, c'est le processus.
Vos parents comptent sur le fait que vous les paierez juste pour éviter les frais juridiques et l'embarras public d'un procès. Je ne leur paierai pas un seul sou, ai-je dit, me penchant en avant. Pas même un règlement. Bien, a souri Carmen, d'un air vif et prédateur. Parce que je pense qu'ils viennent de nous donner la corde pour les pendre. Regardez la pièce B de leur dossier. Elle m'a glissé le dossier, pointant les dernières pages. C'étaient des captures d'écran imprimées de messages textes. Les messages étaient censés être entre moi et Cynthia. Dans les textes, je m'excusais abondamment d'être distante et je promettais explicitement de leur envoyer 3000 $ par mois pour les aider avec leur hypothèque une fois ma promotion obtenue. J'ai regardé les pages avec une incrédulité totale. Carmen, je n'ai jamais écrit ça. Je n'ai pas envoyé de SMS à ma mère depuis plus de 4 mois. Je sais, a dit Carmen. Regardez attentivement le numéro de téléphone en haut de l'écran. J'ai plissé les yeux sur le texte gris en haut de la capture d'écran imprimée. Il ressemblait à mon numéro de téléphone portable, mais le tout dernier chiffre était un 7 au lieu d'un 6. Ils ont acheté un téléphone jetable, ai-je murmuré, la réalisation me frappant comme un coup physique. Ils ont téléchargé une application de spoofing, créé un faux contact avec mon nom et s'envoyaient des SMS pour fabriquer un consentement écrit. Exactement, a acquiescé Carmen. Ce qui transforme cela d'un procès civil frivole en soumission de preuves fabriquées et en parjure. Je vais assigner vos véritables relevés de téléphone portable aujourd'hui pour prouver que vous n'avez jamais envoyé ces messages. Mais il nous faut plus. Si nous voulons complètement détruire leur affirmation d'être démunis, nous devons prouver qu'ils ont de l'argent. Pouvez-vous enquêter là-dessus? Un sourire authentique et froid s'est étiré sur mon visage. Trouver de l'argent caché, c'est littéralement ce que je fais dans la vie. Ce week-end-là, mon appartement calme et rangé s'est transformé en une salle de guerre d'entreprise. J'ai poussé ma table à manger au centre du salon et les couvertes de mon ordinateur portable, de 2 écrans externes, de surligneurs et d'un énorme bloc-notes. J'ai préparé une cafetière pleine de café noir et je me suis mis au travail. Si Cynthia et Douglas affirmaient une pauvreté totale, ils devaient finalement soumettre leur relevé bancaire au tribunal. Mais je connaissais mes parents. Ils étaient rusés. S'ils avaient de l'argent, ils ne seraient pas dans un compte courant standard à leur nom. J'ai commencé par les sites web publics d'évaluation fiscale du comté. J'ai cherché leur adresse. L'hypothèque avait été refinancée 3 fois au cours des 10 dernières années, probablement pour financer les habitudes de Cynthia, mais la maison était toujours à leur nom. J'ai ensuite commencé à rechercher des variations du nom de Douglas dans le registre des sociétés à responsabilité limitée de l'État. Rien d'évident n'est apparu. Je me suis assise et j'ai réfléchi à la façon dont mon père fonctionnait. Il pensait qu'il était plus intelligent que tout le monde, mais il était intrinsèquement paresseux. Il n'utiliserait pas une fiducie offshore compliquée. Il utiliserait quelque chose de familier. J'ai tapé le nom de jeune fille de sa mère combiné à la rue où il vivait dans la barre de recherche du registre des entreprises. Bingo. Une entité appelée Miller & Holdings LLC. L'agent enregistré était un avocat bon marché de centre commercial, mais l'adresse postale pour les documents fiscaux de la LLC était une boîte postale dans le code postal de mes parents. J'ai pris le nom de la LLC et je l'ai repassé dans les registres immobiliers du comté. Le moteur de recherche a tourné quelques secondes avant de générer 2 résultats distincts. Miller & Holdings possédait 2 propriétés résidentielles de l'autre côté du comté. J'ai cliqué sur les titres de propriété. Elles avaient été achetées en espèces il y a 7 ans, juste au moment où mon père avait reçu un modeste héritage de son oncle. Je ne me suis pas arrêté là. Je suis allé sur des sites web de location immobilière populaire et j'ai cherché les adresses de ces 2 propriétés. Les 2 étaient actuellement listés comme des locations occupées sur plusieurs années. J'ai trouvé les données historiques de l'annonce. Ils demandaient 1 500 $ par mois pour chaque maison. Mes parents, le couple de personnes âgées soi-disant démunies et affamées qui poursuivaient leur fille pour de l'argent de survie de base, collectaient secrètement 3000 $ par mois de revenus locatifs non déclarés, au noir. J'ai imprimé chaque acte, chaque évaluation fiscale et chaque annonce de location. Je les ai organisés dans un classeur net et tabulé. J'ai surligné les dates, les noms et les estimations de flux de trésorerie. J'ai créé une feuille de calcul magnifique et irréfutable qui décrivait leur véritable valeur nette. Quand j'ai enfin fermé mon ordinateur portable à 2 heures du matin le dimanche, j'ai ressenti un profond et intense sentiment de satisfaction. Ils ont essayé de jouer une partie d'échecs financière,
oubliant complètement que c'était moi qui étudiais l'échiquier pour gagner ma vie. Une semaine avant l'audience préliminaire prévue, j'étais assise à mon bureau au travail, examinant un portefeuille client, quand un nouvel email est apparu dans ma boîte de réception personnelle. Il provenait d'un service de messagerie électronique générique et crypté avec une chaîne de chiffres aléatoires comme adresse de l'expéditeur. L'objet disait simplement « Une sortie ». Je l'ai ouvert. Le message était bref, mais l'arrogance était indubitablement celle de mon père. Il disait « Morgan, la date du tribunal approche. Nous savons que vous ne voulez pas que votre cabinet chic du centre-ville voie votre nom dans les dossiers juridiques publics pour négligence envers les personnes âgées. Cela ruinerait votre carrière. Si vous virez le montant total de votre bonus de promotion sur le numéro de compte ci-dessous avant vendredi, nous contacterons le juge et abandonnerons entièrement la requête. Considérez cela comme une dernière chance de faire ce qui est juste et de vous épargner l'embarras. Nous ne proposerons plus cela. J'ai fixé l'écran, laissant l'audace du message m'envahir. Il n'essayait même plus de cacher l'extorsion. Il croyait sincèrement m'avoir acculé. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas ressenti de pic de panique. J'ai juste cliqué sur le bouton de transfert, envoyé l'email directement à Carmen avec une note, ajouté ceci au classeur, et je suis retourné à mes feuilles de calcul. Ce soir-là, j'avais besoin de sortir de la ville. J'ai roulé 45 minutes jusqu'à Greensburg pour voir ma grand-mère, Béatrice. Le trajet était paisible, l'autoroute serpentant à travers les collines tranquilles de la banlieue alors que le soleil commençait à se coucher. Quand je me suis garé dans son allée, la lumière du porche était déjà allumée. Sa maison sentait le thé à la cannelle et le vieux papier. C'était un contraste frappant avec l'environnement stérile et tendu de la maison de mes parents. Nous nous sommes assis à sa petite table ronde de cuisine et je lui ai servi une tasse de thé. Je lui ai tout raconté. Je lui ai parlé des faux messages textes, des propriétés locatives cachées et de l'email d'extorsion. Béatrice a écouté tranquillement, ses mains ridées enveloppant chaleureusement sa tasse en céramique. Elle n'a pas eu l'air choquée. Elle avait juste l'air incroyablement fatiguée. J'ai toujours su que Douglas rognait sur les dépenses, a-t-elle dit doucement, fixant son thé. Mais je n'aurais jamais pensé qu'il essaierait de détruire sa propre fille pour financer son mode de vie. Ta mère a vraiment empoisonné ce qui lui restait de conscience. L'audience est jeudi, lui ai-je dit, ma voix calme. Carmen va les déchirer à la barre. Ce sera public et ce sera laid. Je voulais juste que tu le saches avant que ça n'arrive. Béatrice a tendu la main sur la table et a posé sa main sur la mienne. Sa poigne était étonnamment forte. Morgan, je ne vais pas seulement être au courant. Je vais y être. J'ai déjà appelé ton avocat ce matin. Je vais témoigner. J'ai senti une boule me monter à la gorge. Grand-mère, tu n'es pas obligée de faire ça. Ce sera épuisant pour toi et ils déchargeront leur colère sur toi. Laisse-les faire, a dit Béatrice, ses yeux brillant d'une lumière soudaine et féroce. Je suis restée silencieuse trop longtemps pour maintenir la paix. Mais la paix construite sur des mensonges n'est qu'une guerre retardée. Il est temps que le tribunal entende exactement qui est mon fils. Le jeudi matin est arrivé avec un ciel froid, gris et couvert. Le palais de justice du comté de Dauphin était un imposant bâtiment historique en pierre lourde, sentant légèrement le polish au citron et la sueur nerveuse. J'ai traversé les détecteurs de métaux avec Carmen à mes côtés. Je portais mon tailleur gris anthracite le plus élégant et le mieux ajusté. J'avais l'air exactement de ce que j'étais, une analyste d'entreprise prête pour une réunion de conseil d'administration. Nous sommes entrés dans la salle d'audience assignée. C'était une grande salle avec de hauts plafonds, de lourds bancs en acajou et un éclairage fluorescent affreux. Quelques journalistes locaux étaient en fait assis au dernier rang. Quelqu'un les avait prévenus d'un procès familial dramatique impliquant une dirigeante financière du centre-ville, et c'était une journée d'actualité calme. Mes parents étaient déjà assis à la table des requérants. Ils avaient clairement coordonné leur tenue pour paraître aussi pathétique que possible. Cynthia portait un cardigan délavé et trop grand qui la faisait paraître frêle, et elle avait complètement omis son maquillage lourd habituel pour paraître pâle et fatiguée. Douglas portait un costume qui était au moins de taille trop grand, donnant l'impression d'un homme qui avait perdu du poids à cause du stress et de la pauvreté. C'était un chef-d'œuvre de manipulation visuelle. L'huissier a appelé la salle à l'ordre et le juge est entré. C'était un homme âgé aux lunettes à monture métallique et au visage profondément ridé qui suggérait qu'il n'avait aucune tolérance pour les bêtises. Il a examiné le dossier devant lui,
a soupiré lourdement et a ordonné aux requérants de commencer leur affaire. L'avocat bon marché de mes parents, un homme d'apparence nerveuse qui n'avait clairement pas fait ses devoirs, a appelé Cynthia à la barre. Cynthia a grippé la balustrade en bois de la boîte des témoins. Elle a commencé à parler, sa voix tremblant parfaitement. Elle a raconté au juge une histoire déchirante d'une mère qui avait tout sacrifié. Elle a affirmé qu'ils étaient noyés sous les dettes médicales. Elle a pleuré, produisant en fait de vraies larmes, en décrivant comment je les avais cruellement chassés de mon appartement quand ils avaient demandé quelques dollars pour maintenir leur chauffage en hiver. Nous voulons juste survivre, votre honneur, a sangloté Cynthia, épongeant ses yeux avec un mouchoir froissé. Nous lui avons donné une belle vie et maintenant qu'elle gagne des centaines de milliers de dollars, elle ne veut même pas nous aider à acheter des provisions. Un murmure de sympathie a parcouru les quelques spectateurs dans la galerie. Même le juge m'a regardé avec un léger froncement de sourcils, son stylo s'arrêtant sur son bloc-notes. Cynthia réalisait la performance de sa vie et, pendant une seconde terrifiante, j'ai cru que le tribunal allait vraiment y croire. Puis, Douglas a pris la barre pour corroborer son histoire. Il a parlé solennellement de leurs dettes de cartes de crédit écrasantes et de leur incapacité à se permettre les réparations de base de la maison. Il a témoigné sous serment que leur seule source de revenus était une maigre pension et la sécurité sociale, ce qui couvrait à peine leurs impôts fonciers. Carmen s'est penchée vers moi à notre table. Il vient de s'enfermer, a-t-elle chuchoté, avec un éclat prédateur dans les yeux. C'est notre tour. Le juge a fait signe à notre table. Contre-interrogatoire, conseiller. Carmen s'est levée, boutonnant sa veste. Elle n'a pas marché au centre de la pièce. Elle a marché lentement, délibérément, portant l'épais classeur que j'avais préparé. Elle s'est arrêtée à quelques mètres de la barre des témoins, regardant Douglas avec une expression polie, presque agréable. Monsieur Hastings, a commencé Carmen, sa voix résonnant clairement dans le tribunal silencieux. Vous venez de témoigner sous serment que vos seules sources de revenus sont une pension et la sécurité sociale. Est-ce exact? Douglas s'est légèrement déplacé sur sa chaise. Oui, c'est exact. Et vous affirmez être totalement démuni, confronté à des coupures de services publics et incapable de vous offrir des courses? Oui, cela a été très difficile, a dit Douglas, affichant un visage courageux et triste. Carmen a ouvert le classeur. Monsieur Hastings, connaissez-vous une entité nommée Miller & Holdings LLC? J'ai regardé le visage de mon père. Le masque triste et courageux s'est instantanément fendu. Ses yeux ont furtivement cherché son propre avocat, qui avait l'air complètement confus, puis Cynthia, qui avait soudainement cessé de pleurer. La couleur a rapidement fui les joues de Douglas. J'ai peut-être entendu le nom, a balbutié Douglas. Laissez-moi vous rafraîchir la mémoire, a dit Carmen sèchement. Elle a sorti un document du classeur et l'a remis à l'huissier, qui l'a passé au juge, puis a fourni une copie à mon père. Votre honneur, c'est un document certifié du registre de l'État. Il liste Douglas Hastings comme le seul membre gérant de Miller & Holdings LLC. Monsieur Hastings, est-ce votre signature sur les documents de formation? Douglas a regardé le papier comme s'il s'agissait d'un serpent venimeux. Oui. Maintenant, a continué Carmen, ne lui laissant pas une seconde pour respirer, sortant une autre pile de papier. J'ai ici 2 titres de propriété et des listes de location historiques pour 2 maisons résidentielles dans la partie et du comté. Les 2 appartiennent à Miller & Holdings. Les 2 sont actuellement occupés par des locataires qui paient $1,500 par mois. Monsieur Hastings, collectez-vous actuellement $3,000 par mois de revenus locatifs non déclarés, sous le manteau, tout en poursuivant votre fille pour de l'argent de course sous prétexte de pauvreté totale? Le tribunal était silencieux. Le journaliste du dernier rang s'est penché en avant, prenant frénétiquement des notes. Cet argent va à l'entretien, a marmonné Douglas, la sueur perlait sur son front. C'est un investissement. C'est un revenu, monsieur Hastings. Un revenu que vous avez explicitement nié avoir sous serment il y a moins de 5 minutes, a rétorqué Carmen. Elle s'est tournée vers le juge. Votre honneur, les requérants ont complètement falsifié leur situation financière pour extorquer ma cliente. Le juge ne me regardait plus avec un froncement de sourcils. Il lançait des regards assassins à mon père. Monsieur Hastings, a dit le juge, sa voix dangereusement basse. Avez-vous menti à cette cour sur vos actifs? Non, votre honneur, je ne pensais pas qu'une SARL comptait comme un revenu personnel, a menti Douglas, sa voix tremblante.
Carmen n'avait pas fini. Votre honneur, concernant les messages textes que les requérants ont soumis en pièce D, alléguant que ma cliente leur avait promis un soutien mensuel. Nous avons assigné les relevés officiels du fournisseur de services cellulaires de ma cliente. Le numéro de téléphone sur ces captures d'écran n'a jamais appartenu à ma cliente. Nous avons des preuves médico-légales numériques que ces messages ont été générés à l'aide d'une application de téléphone jetable achetée avec la carte de crédit de Madame Hastings. Cynthia a poussé un petit cri de la table des requérants, couvrant sa bouche avec sa main. L'illusion était complètement brisée. Les parents âgés, affligés et pauvres ont soudainement été exposés comme des fraudeurs calculatrices. Le juge a claqué la main à plat sur son bureau, pointant l'avocat de mes parents. Avocat, vous feriez mieux de reprendre le contrôle de vos clients immédiatement, ou je vais déclarer toutes les personnes à cette table coupables d'outrage au tribunal. L'avocat adverse était pâle, chuchotant furieusement à Cynthia et Douglas, qui se disputaient maintenant violemment entre eux à voix basse. Nous avons un témoin, votre honneur, a annoncé Carmen, brisant la tension. Nous appelons Béatrice Hastings. Les lourdes portes en bois au fond de la salle d'audience se sont ouvertes. Ma grand-mère est entrée, s'appuyant lourdement sur sa canne en bois. Le seul son dans la pièce était le tapotement rythmique du bois contre le sol en marbre alors qu'elle avançait lentement dans l'allée. Douglas avait l'air de vouloir se cacher sous la table. Cynthia fixait le sol, refusant de lever les yeux. Béatrice a pris la barre et a posé sa main sur la Bible. Quand elle s'est assise et a ajusté le microphone, elle n'a pas regardé le juge. Elle a regardé directement son fils. Madame Hastings, a demandé Carmen doucement. Pouvez-vous dire à la cour l'historique financier de votre fils et de votre belle-fille concernant leur fille? Béatrice a pris une profonde inspiration. Sa voix était fragile, mais l'absolue certitude derrière elle résonnait sur les murs. Mon fils et sa femme n'ont jamais sacrifié un seul jour de leur vie pour cette jeune fille. Ils l'ont traitée comme un compte bancaire depuis qu'elle était adolescente. Ils ont volé son salaire pour acheter des produits de luxe. Ils ont pris des vacances pendant qu'elle travaillait de nuit pour rembourser des cartes de crédit qu'ils avaient ouvertes en son nom. Ils ne sont pas pauvres. Ils sont juste paresseux, et ils sont terriblement, terriblement avides. Douglas a enfoui son visage dans ses mains. Morgane leur doit-elle un soutien financier, a demandé Carmen. Elle ne vous doit rien d'autre que la vie que vous lui avez donnée, a dit Béatrice, sa voix s'élevant, projetant dans la pièce. Et elle l'a déjà payé en larmes, en salaire volé et en innombrables culpabilisations. C'est une honte que vous l'ayez traînée dans cette pièce. Vous devriez être à genoux en la suppliant de vous pardonner, pas en réclamant son argent durement gagné. Béatrice a terminé de parler, et un silence lourd et profond a plané dans l'air. La vérité avait enfin été dite à voix haute, officiellement, par la matriarche de la famille. Le juge a regardé Béatrice avec un profond respect, puis a tourné son regard furieux vers mes parents. Merci, Madame Hastings. Vous pouvez vous retirer, a dit doucement le juge. Carmen s'est avancée pour le coup de grâce. Votre honneur, nous avons une dernière preuve à soumettre. Les requérants revendiquent une attente de soutien à vie. Cependant, nous avons un document légalement contraignant qui prouve le contraire. Carmen a fouillé dans sa mallette et a sorti l'épaisse enveloppe Kraft marron. La même enveloppe avec un seau de cire rouge que j'avais laissé tomber sur l'îlot de ma cuisine des semaines auparavant. Elle l'a remise à l'huissier, qui a brisé le seau et a remis le document au juge. Ce que vous regardez, votre honneur, est une rupture de responsabilité financière notariée, a expliqué Carmen. Il y a 13 ans, lorsque ma cliente avait 22 ans et commençait tout juste sa carrière, elle a dû contracter un petit prêt personnel pour couvrir les frais de déménagement de son premier emploi. Ses parents étaient terrifiés que si elle faisait défaut, la banque puisse s'en prendre à leurs biens. Alors, ils ont engagé un avocat pour rédiger ce document. Ils ont forcé ma cliente à le signer. Le juge a ajusté ses lunettes, lisant le texte rapidement. Ce document rompt explicitement tous les liens financiers entre les parties, a poursuivi Carmen, sa voix résonnant de triomphe. Il stipule que les parents n'ont absolument aucune responsabilité pour les dettes de la fille. Mais surtout, votre honneur, l'avocat qu'ils ont engagé a utilisé un modèle standard. La clause est mutuelle. Elle stipule explicitement qu'aucune des parties ne peut jamais revendiquer une dépendance financière vis-à-vis de l'autre à perpétuité. J'ai regardé les visages de mes parents. Ils avaient complètement oublié le document. Il y a plus de 10 ans, par pur égoïsme et par peur d'un minuscule prêt personnel,
ils avaient légalement renoncé à leur droit d'exiger le moindre centime de ma part. Ils avaient construit leur propre piège, y étaient entrés et m'avaient donné la clé. L'ironie était assez épaisse pour être coupée au couteau. Ils ont exigé le bonus de promotion de ma cliente dans sa propre cuisine, a conclu Carmen. Lorsqu'elle a refusé et leur a montré cette enveloppe, ils ont fabriqué un procès par pure vengeance. Cette requête n'est pas seulement sans fondement, c'est un abus frauduleux du système judiciaire. Le juge a posé le papier. Il a regardé mes parents, son expression un masque de dégoût absolu. Cette cour a vu beaucoup de choses, a commencé le juge, sa voix résonnant fort dans la salle silencieuse. Mais le niveau de tromperie, de manipulation et de pure suffisance affiché par les requérants aujourd'hui est stupéfiant. Vous avez menti sous serment sur vos revenus. Vous avez fabriqué des preuves numériques pour piéger votre propre fille, et vous avez tenté d'utiliser un tribunal pour extorquer une jeune femme qui a clairement travaillé très dur pour bâtir une vie indépendante. Cynthia a recommencé à sangloter, mais cette fois, ce n'était pas une performance. C'était le cri désespéré de quelqu'un qui avait finalement heurté un mur qu'elle ne pouvait pas manipuler. Cette requête est rejetée avec préjudice, a déclaré le juge, frappant son marteau une fois. Ce qui signifie que vous ne pourrez plus jamais déposer cette plainte. De plus, je déclare Douglas et Cynthia Hastings coupables d'outrage au tribunal pour parjure et soumission de preuves falsifiées. Je vous sanctionne. Vous êtes condamné à payer l'intégralité des frais de justice des défendeurs, plus une amende supplémentaire de $10 000 au tribunal pour gaspillage de ressources judiciaires. Si vous ne payez pas dans les 30 jours, un privilège sera placé sur vos propriétés locatives cachées. L'audience est levée. Le marteau a frappé une deuxième fois, un claquement fort et définitif qui ressemblait à la liberté. Je me suis levé. Mes jambes étaient légèrement faibles, mais ma colonne vertébrale était droite. Je n'ai pas regardé la table des requérants. J'ai serré Carmen dans mes bras, j'ai remercié ma grand-mère et je suis sorti des lourdes portes en bois pour retrouver l'air vif et frais de l'après-midi. Les retombées furent spectaculaires et immédiates. Les journalistes locaux, assis au dernier rang, ont publié un article dès le lendemain dans le journal du comté. Le titre était « Parents condamnés à une amende pour poursuite frauduleuse d'extorsion contre leur fille dirigeante d'entreprise ». La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans leur ville de banlieue. Le même groupe communautaire Facebook qui m'avait vilipendé un mois plus tôt s'est soudainement retourné contre Cynthia. Les gens ont déterré les dossiers judiciaires. Les singes volants et qui m'avaient envoyé des textos haineux sont soudainement restés silencieux, trop embarrassés pour s'excuser. Ma tante a même essayé de m'appeler, probablement pour faire marche arrière, mais elle était toujours bloquée. Mes parents sont passés de victimes tragiques et abandonnés à parias de la ville du jour au lendemain. Leurs voisins ont cessé de leur faire signe. Ils ont été déinvités de leur partie de cartes hebdomadaires de quartier. Et parce qu'ils devaient payer le tarif horaire exorbitant de Carmen plus l'amende de $10 000 du tribunal, ils ont été contraints de liquider et de vendre à la hâte une de leurs propriétés locatives secrètes avec une perte massive. L'empire financier qu'ils pensaient bâtir sur mon dos s'était effondré de leurs propres mains. 6 mois plus tard, le monde avait tourné la page. L'hiver brutal avait cédé la place à un printemps doux et chaleureux à Pittsburgh. Fin mai, ma grand-mère Béatrice est décédée paisiblement dans son sommeil. Je suis allé à Greensburg pour organiser les funérailles. C'était un service petit et discret. Cynthia et Douglas n'y ont pas assisté. Je ne sais pas si c'était par honte, par colère, ou simplement parce qu'ils savaient qu'ils n'étaient pas les bienvenus. Cela n'avait pas d'importance. Quand le testament a été lu, Béatrice m'avait légué sa petite maison et toutes ses modestes économies. Elle avait officiellement déshérité mon père des années auparavant. L'agent immobilier m'a dit que la propriété se vendrait rapidement sur le marché actuel. Je n'ai pas gardé l'argent. J'ai vendu la maison et j'ai fait don de chaque dollar du produit à une fondation locale de Pennsylvanie qui fournit une aide juridique aux victimes d'abus financiers et de manipulations domestiques. Signer cet énorme chèque de don a été le plus bel hommage à la force de Béatrice. Elle avait enfin acheté ma paix et je la transmettais. Quelques semaines après le règlement de la succession, j'étais de retour dans mon appartement, assise près de la fenêtre ouverte, écoutant mes disques de jazz. J'ai relevé le courrier ce matin-là et j'ai trouvé une enveloppe blanche standard. L'écriture était irrégulière et familière. C'était de Cynthia. J'ai tenu la lettre dans ma main un long moment. Il y a un an, une lettre d'elle aurait fait monter en flèche mon rythme cardiaque. J'aurais hésité à l'ouvrir, terrifié par le voyage de culpabilité à l'intérieur.
Mais maintenant, je ne ressentais absolument rien. Ni colère, ni peur, ni curiosité. Juste une profonde et tranquille indifférence. Je ne l'ai pas ouverte. Je suis allé vers le destructeur de papier que je gardais dans mon bureau à domicile. J'ai introduit l'enveloppe non ouverte dans la machine. Les lames ont vrombi, transformant toutes les excuses, demandes ou fausses excuses qu'elle avait écrites en minuscules bandes illisibles de confetti. J'ai vidé la poubelle. La liberté ne vient pas toujours avec une confrontation dramatique ou des excuses en larmes. Les narcissiques ne vous donneront jamais la clôture que vous méritez, car admettre qu'ils avaient tort détruit l'illusion même pour laquelle ils vivent. La vraie liberté vient au moment où vous réalisez que vous n'avez plus besoin de leurs excuses pour être entier. Elle vient lorsque vous construisez une frontière si haute et si forte que leur bruit ne devient qu'un bruit de fond, s'estompant dans le néant. J'avais lutté pour ma paix et je ne la céderai plus jamais. Ai-je tort de détruire la lettre de ma mère sans même la lire, fermant définitivement la porte à mes propres parents? Ou le fait de s'éloigner en silence absolu est-il le seul moyen de réellement survivre aux personnes qui considèrent l'amour comme une transaction? Faites-moi part de vos réflexions dans les commentaires. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si cette histoire a résonné en vous, appuyez sur le bouton j'aime, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin du courage de fixer ses propres limites. À la prochaine, restez forts.